Toutes nos équipes sont toujours mobilisées pour parler de l'agriculture à l'occasion du salon qui s'est tenu, donc de la semaine de l'agriculture qui s'est tenue de manière virtuelle. Donc, je vous propose de faire un point cette fois-ci sur la thématique des jeunes. On est là dans une exploitation familiale et deux jeunes filles s'apprêtent du coup à se spécialiser dans la production animale. Je vous propose tout de suite de les écouter et de découvrir toute cette problématique des jeunes dans l'agriculture, les concours, l'installation, bref, tout ce qui les préoccupe. Alors on est ici donc dans cette exploitation de Dordogne, on n'est pas loin de Pompadour avec deux jeunes femmes qui s'intéressent de près du coup à l'élevage de limousines, c'est ça? Expliquez-moi ce que c'est que cette ce petit animal. Donc là, on est avec Massif. Donc Massif, c'est un joli taureau qui a participé au concours à Paris cette année et qui a fini premier de sa section. Voilà. Alors vous êtes passionné de concours? Alors moi, je suis passionnée de concours, oui. C'est mes parents qui m'ont transmis cette passion et depuis que je suis toute petite, donc je les accompagne et puis voilà quoi. On est très fiers et puis passionnés, voilà. On accueille aussi Camille, c'est votre sœur aînée, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu toutes les deux brièvement? Alors, bonjour, Camille Lasternas. J'ai 22 ans et je travaille avec mes parents sur l'exploitation depuis maintenant 1 an, depuis juillet 2019. Et donc moi c'est Clara et moi je suis en 2e année de BTS, donc production animale au Vazé. Et je compte m'installer dans quelques années, voilà. Alors, vous avez été élevée sur l'exploitation. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de continuer dans cette voie-là? Oh bah oui, ça y joue en grande partie. Après, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis passionnée depuis que je suis toute petite. J'adore le contact avec les animaux, donc voilà. Moi, j'étais pas du tout prédestinée à faire ça. J'avais d'autres ambitions et j'ai fait un BTS Axe. Où j'ai effectué gestion agricole avec beaucoup de compta, où j'ai effectué notamment quelques stages sur l'exploitation et c'est ça qui m'a donné envie de revenir et donc j'ai annoncé ça à mes parents 6 mois avant de travailler en début d'année. Ça a été la grosse surprise. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez l'impression que justement en ce moment l'agriculture française, locale a justement le vent en poupe? Pendant le confinement, on a beaucoup parlé des circuits courts, du fait de faire les choses différemment, de manière plus artisanale, proche de la consommation. Vous avez l'impression qu'il y a une réalité de cette tendance-là? Oui, il y a une réalité. Le confinement a pas mal aidé justement à ce que les gens se rapprochent du local, notamment pour manger. Ils avaient plus le temps de cuisiner, plus le temps d'aller voir ce qui se passe. Après, il ne faut pas qu'ils oublient ce qui s'est passé. Il faudrait que ça continue au-delà dans le futur. Alors, comment on fait pour que ça continue? Il faut communiquer. Alors, on est en direct de l'exploitation toujours. Donc, une idée de comment ça pourrait se passer? Alors, il faut notamment beaucoup communiquer, continuer ce qu'on fait. Nous, on a notamment une page Facebook où on partage beaucoup ce qu'on fait pour montrer aux gens. Après, c'est aussi aux personnes à essayer d'aller vers, par exemple, les agriculteurs et de regarder ce qui se passe sur le terrain. Pas notamment tout ce qui se passe sur les réseaux avec les vidéos. Il faut vraiment essayer de voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Oui, alors ici par exemple, vous voyez accueillir des gens sur la ferme. Aujourd'hui, pas de vente directe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? On a beaucoup parlé des circuits courts, justement. Ça c'est quelque chose qui branche les jeunes? Oui, ça nous intéresse. Nous, et peut-être par la suite, si ma sœur s'installe et vient rejoindre la ferme, ce sera quelque chose qu'on fera, un projet. Oui, racontez-moi votre idée de cette ferme-là dans quelques années. Alors dans quelques années, moi je verrais bien cette ferme avec un petit peu moins de cochons,
transformer donc la viande de cochon, du coup un petit peu moins de vaches, pour avoir le temps de transformer. Pourquoi pas un atelier de chèvres, donc pour faire du lait et transformer, faire des fromages. Bon, j'ai beaucoup d'idées, hein, mais... Et pourquoi pas aussi des poules pondeuses pour vendre des œufs bio, voilà. Puis après, montrer, quand le consommateur viendra acheter, montrer ce qu'on fait sur nos exploitations, parce qu'on est les mieux placés pour en parler, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Et les concours dans tout ça, on continue, c'est l'excellence? Ah oui, on continue. Les concours, c'est une passion, ça permet de retrouver les copains, il y a une super bonne ambiance et puis ça permet aussi de se comparer un petit peu à ce que font les collègues et puis voilà, puis de communiquer aussi parce qu'on voit beaucoup de monde sur les concours, donc ça permet aussi de montrer aux consommateurs ce qu'on fait. Voilà. Alors je vous propose tout de suite justement d'aller voir une partie des débats qui ont eu lieu donc en ligne pour ce salon de l'agriculture qui a été transformé en semaine de l'agriculture virtuelle et il a été question notamment des concours. Moi je connais bien ton exploitation et ta famille. Au départ vous présentiez, vous étiez participant à pas mal d'expos, mais comment on décide à un moment de dire allez, on va aller avec une grande championne défier le monde des concours? Mais ça, c'est un choix qu'on a fait. À l'origine, mes parents, moi, ils étaient plus axés sur la vache limousine, donc il y a plusieurs années de ça, j'étais pas encore né. Et donc un jour, on a acheté les premières Holstein, donc on a continué de traire, puisqu'on avait déjà un atelier en prime Holstein. On a continué de traire, on a travaillé sur la génétique des vaches avec des taureaux de plusieurs origines. Et donc, c'était vraiment une envie de pouvoir participer, de pouvoir arriver à se faire une place sur la grande scène internationale, donc des concours en prime Holstein, et réussir un jour à avoir un nom et justement, oui, défier, comme tu dis, les plus grandes vaches d'Europe. Alors, toi aussi, je t'ai connu tout petit. C'est monté petit à petit, tout ça? C'est en discutant avec tes parents, en voyant la motivation des uns et des autres? Ça s'est passé comment? Eh bien oui, au début, on a participé à des petits concours, puisqu'on ne commence pas de suite avec les plus grands concours. Puis il y a une passion, oui, qui s'est installée. Et aussi, on s'est trouvé avec devenir une bande de copains du même département à aller sur tous les concours de partout. Et donc, justement, aller sur ces concours, ça permet de revoir du monde et de reformer toujours cette bande de copains. Et en plus de la compétition, passer des bons moments aussi. Ah, ça, c'est un mot qu'on a retrouvé chez tous les premiers intervenants. C'est cette notion de convivialité. Ça fait du bien de voir les collègues. On est souvent un peu isolés sur les exploitations et du coup, ces rendez-vous-là permettent d'échanger. Ah oui, ça permet d'échanger. Toute l'année, il y a le travail sur les exploitations qui fait qu'on peut pas partir comme on veut. Et donc, se retrouver sur les concours, on voit surtout sur des concours nationaux, on voit des éleveurs de toute la France qu'on retrouve régulièrement sur ces concours, justement. Et ça permet de discuter, de prendre des nouvelles, d'apprendre de nouvelles choses aussi, puisque ailleurs c'est différent. Donc, ça permet plein de belles rencontres. Alors ici on arrive donc devant votre production on va dire plus historique, plus classique, mais il y a eu quand même des changements récemment. Donc là ce sont des bœufs bio. Expliquez-moi un peu comment... Oui, alors on arrive devant donc, la production historique, puisqu'historiquement sur l'exploitation on faisait du bovin viande avec un cheptel de mères à peu près de 110 vaches mères, donc 110 vélages par an pour une production de viande et une production pour la vente de reproducteurs. Et tous les animaux historiquement étaient engraissés sur l'exploitation, que ce soit les mâles ou les femelles. Et les mâles notamment étaient engraissés en taurillon de 16 mois. Et depuis notre conversion en agriculture biologique, il n'y a pas forcément de marché pour le taurillon en production bio. Donc on a décidé de castrer ces animaux. Donc ces jeunes mâles ont été castrés à l'âge de 9 mois. Et pour être vendus à 30 mois, et de la castration jusqu'à 26 mois, ils vont profiter de l'extérieur, de l'herbe uniquement, produite sur l'exploitation.
Et par la suite, ils auront une période de finition donc avec les céréales de l'exploitation pendant 4 mois avant d'être commercialisés. Donc là, vous êtes devant donc, une production. C'est des jeunes mâles castrés. Il y en a 35 dans le lot qui sont destinés à rentrer en engraissement à peu près dans 3 semaines, 1 mois pour commencer d'être commercialisés à partir du 15 octobre. Et vous disiez, ils mangent aussi les céréales de l'exploitation. Donc par exemple, on voit un champ à côté. Oui, le champ à côté, c'est un champ sur lequel on vient de récolter un métail. Alors un métail, c'est un mélange de céréales et de protéagineux. Ce mélange, on l'a récolté en ensilage, c'est-à-dire dans des silos, dans des couloirs en ciment dans lesquels on les bâche et dans lesquels ils vont fermenter pour alimenter les animaux l'hiver. Et derrière, on va implanter un maïs qui sera consommé par les animaux pendant la période de finition. Ah oui, alors ça vraiment c'est l'agriculture telle qu'en fait on l'imaginait avant de savoir que l'agriculture était peut-être parfois un tout petit peu plus industrielle. C'est ça qu'on avait en tête. Quand vous êtes installés, les choses étaient très différentes finalement que maintenant que vos filles s'apprêtent à s'installer. Alors je suis pas tout à fait sûr les choses étaient très différentes il y a 20 ou 30 ans. Simplement je pense qu'on a mal communiqué, on a mal informé les gens de ce qu'on faisait sur le terrain. Parce que dans notre région Limousin, je dirais Limousin Grand Massif Central, historiquement les animaux ont toujours été à l'extérieur, sont toujours, je veux dire même en conventionnel aujourd'hui, un éleveur limousin dans notre zone, les animaux elles sont 3/4 de l'année à l'extérieur. Simplement, on a fait des clichés, on a fait des raccourcis qui ne représentaient pas la réalité des choses. C'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, je vous disais qu'il ne s'agissait pas d'opposer les systèmes bio-conventionnels. Il y a de la place pour tous les systèmes. Et notamment, par exemple, au conventionnel, dans notre secteur bovin-viande Limousin, on a un label rouge qui s'appelle Label Rouge Blason Prestige, pour lesquels on a fêté les 20 ans cette année, où les animaux sont conduits de la façon dont vous les voyez ici ce matin, de façon historique. Simplement, voilà, il faut revenir à ce qu'on n'a pas su faire, je dirais, communiquer, faire voir aux consommateurs ce qu'on fait réellement et lui expliquer que ce qu'on dit, les engraissements en bâtiment, etc., ce n'est pas forcément fait en France. Les clichés qu'ils voient, bien souvent, c'est des clichés qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, je tiens vraiment à rappeler que la réalité des choses en France, c'est ce que vous voyez sous vos yeux aujourd'hui. Vous m'avez dit quand même tout à l'heure que, par exemple, les cochons en conventionnel, c'est pas quelque chose sur quoi vous seriez allé. Il y a comme ça des productions quand on cherche à s'installer qui collent mieux à ses préoccupations personnelles, à ce qu'on pense. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, par exemple, un élevage de porc en conventionnel, moi personnellement, ça ne m'intéressait pas du tout. Comment est-ce que vous le vivez que vos filles aient envie de s'installer? Est-ce que vous avez eu envie de les décourager en leur disant c'est quand même très dur comme métier? Est-ce que vous avez eu envie de les encourager en disant ça c'est ce que nous on a construit, ce serait top que vous puissiez prendre la relève? Eh bien, bon, elles ont toujours vécu sur l'exploitation, donc elles connaissent les difficultés et également les joies. Moi, je reconnais que c'est un métier qui est très dur. Hein. Il n'y a pas de vacances, c'est 24 heures sur 24, jour et nuit, enfin voilà. Mais d'un autre côté, on a 3 enfants. J'ai eu la chance de pouvoir être là pour eux en permanence, d'être là quand ils sont malades, etc. Et c'est une liberté qui n'a pas de prix aussi. Donc, suivant les moments, il y a du pour et du contre. Vous voulez peut-être dire un mot, je vous voyais tendre la main pour le micro. Simplement pour dire qu'on leur a toujours laissé l'entière liberté de leur choix professionnel. On leur a toujours dit que c'était pas parce qu'on avait construit quelque chose dans le milieu de l'élevage qu'elles étaient obligées de reprendre le flambeau du tout. Maintenant, on va pas se cacher quand même que c'est une réelle satisfaction d'espérer transmettre ce qu'on a construit et puis en espérant qu'elle le fasse prospérer et qu'elle l'oriente par rapport à leur choix personnel aussi. Nous,
on est tous les deux avec mon épouse en fin de carrière, même s'il nous reste encore quelques années à travailler. Donc on a fait ce qu'on voulait faire. Donc à elle maintenant de se projeter dans l'avenir et de dire nous on veut aller vers telle ou telle production, système et pourquoi pas vers de la vente directe et des circuits courts par exemple. Justement, vous pensez qu'il y a de la place pour les jeunes aujourd'hui dans l'agriculture locale? Est-ce que si elles n'avaient pas grandi sur une exploitation, elles pourraient s'installer, elles pourraient faire tout ça? Alors naturellement qu'il y a la place quand on regarde la situation démographique de l'agriculture au niveau national. La part des agriculteurs aujourd'hui de plus de 50 ans, elle représente pratiquement 30% de la population totale agricole. Donc de la place, il y en a. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on soit capable de fournir à ces jeunes de vraies perspectives d'avenir. Et quand je parle de perspectives d'avenir, aujourd'hui, alors je vais être un peu politique dans mon discours, mais ce n'est pas grave. Le gouvernement en place nous a longtemps parlé des états généraux, de la loi Egalim, de la rémunération à la juste valeur des prix agricoles par rapport aux coûts de production. Aujourd'hui, il n'en est, après 24 mois de discussion, de loi, etc., il n'en est toujours pas question sur le terrain. La revalorisation n'a pas du tout été actée. Les gens se sont même servis de la crise Covid. Alors quand je dis les gens, c'est les distributeurs et les transformateurs en viande bovine se sont servis de ce prétexte-là pour finir de baisser le prix à la production alors qu'il a augmenté, la consommation a augmenté. Donc nous sur le terrain, franchement, on est à bout par rapport à ça. Et installer des jeunes, oui, mais les installer avec de vraies perspectives d'avenir en termes de rémunération notamment, parce que s'installer aujourd'hui, c'est un gros billet par rapport à l'investissement financier de reprise des capitaux. Alors même si au niveau familial, ça peut être facilité par des possibilités au niveau de l'organisation sociétale, etc. Un jeune hors cadre aujourd'hui, il y a des possibilités, mais ces jeunes hors cadre, il faut qu'on leur donne la possibilité de le faire, mais surtout de le faire dans le temps et de leur assurer de vivre dignement de leur métier. Ça, c'est une revendication forte de la profession. Ça, c'est une revendication forte de la profession où chaque fois qu'on rencontre les politiques, ils nous disent que oui, il n'y a pas de problème, que ça va être fait. Et je vous dis, ça fait 2 ans qu'on est en discussion, on est à bout de souffle et il n'y a toujours rien d'acté sur le terrain. Donc c'est vraiment ras-le-bol par rapport à ça. Alors, je vous propose qu'on écoute justement dans le cadre du salon de l'agriculture virtuelle de la semaine dernière, qu'on écoute justement des interventions sur cette thématique des problématiques d'installation. Et on se retrouve juste après sur l'autre partie de votre exploitation. On continue la visite. Pas de problème, merci. Tout de suite. Question qui vient d'arriver par SMS. Comment faire si on n'a pas de foncier? Quelle structure, quels outils? Peut-on vraiment s'installer si on n'a pas le foncier familialement? N'est-ce pas du rêve? Qu'est-ce que vous répondez à cela, Julien? Et même question d'ailleurs que nous poserons à Philippe Tuzolé. Alors, je laisserai Philippe répondre sur la partie foncier, mais c'est vrai que sur la partie s'installer quand on n'a pas de foncier, comme je disais tout à l'heure, la première démarche, c'est déjà de venir au point accueil, installation, de venir s'informer, de venir découvrir ce qu'est le métier d'agriculteur et quelles sont toutes les opportunités qui existent. Et on a des outils qui sont à disposition pour s'installer. On a des solutions d'installation qui nécessitent parfois peu de foncier, mais pour ça, c'est important de venir, de prendre les informations, de communiquer, d'échanger. Et Philippe va pouvoir développer sur la partie foncier. Philippe Tuzolé, comment faire quand on n'a pas de foncier? Quelle structure, quels outils nous demande-t-on? Est-ce que ce n'est pas un rêve? Alors, on est là pour transformer les rêves en réalité et je peux vous assurer que vous avez... Ça c'est beau comme slogan, la SAFER 2020, transformer les rêves en réalité. C'est formidable, ça. Faites attention, c'est très engageant comme slogan. C'est très engageant comme slogan, allez-y. Mais c'est engageant, mais c'est ce que l'on fait. On s'engage. Je vais vous donner quelques exemples chiffrés, mais les exemples de ce matin en témoignent. Monsieur Villiers, votre précédent jeune installé en Gironde, en est un exemple. Et on en a plein d'exemples comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on arrive de l'extérieur. Ludovic Charbonnier l'expliquait tout à l'heure. On a beaucoup de jeunes qui arrivent en dehors du monde agricole. Et c'est compliqué, mais en même temps, il y a un taux de réussite énorme. Et on engage énormément de capitaux quand on
s'installe en agriculture, donc il vaut mieux essayer de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas se tromper. Alors oui, il y a plein d'outils à disposition. Je m'inscris totalement en phase avec ce que dit Julien Rougier. Le point info installation, pour moi, c'est la première porte d'entrée. Après, il y a plein de dispositions et le point info est là pour réorienter. Il y a bien évidemment les chambres d'agriculture avec le site répertoireinstallation.com qui propose des exploitations à reprendre. La SAFER a un site qui s'appelle Propriété rurale où on met sur site tous les biens qui sont vacants et sans repreneurs locaux. Et puis, on est là aussi, nous, avec des conseillers spécialisés qui sont présents sur tout le territoire et qui sont là pour accompagner. On parlait tout à l'heure donc de vos filles, des jeunes qui s'installent. On est maintenant à côté des cochons. Ça, c'est une nouvelle production. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que justement ça a coïncidé avec le fait d'être une famille agrandie maintenant sur l'exploitation ? C'est tout simple. En fait, on est en conversion à l'agriculture biologique sur la totalité de l'exploitation depuis maintenant 2 ans. On est en fin de conversion. Et à l'occasion de rechercher de l'aliment complémentaire bio, notamment du soja, on a rencontré une personne d'une société qui s'appelle Moulin Bénel, qui est fabricant d'aliments bio, qui, le jour où elle est venue, nous a proposé d'y chercher des gens pour engraisser des cochons bio sur paille, sur des structures déjà existantes, dans des bâtiments à rénover. Donc comme on savait que Camille souhaitait revenir sur l'exploitation dans les 6 mois, eh bien on a saisi l'opportunité. Ça, c'était en décembre 2018 et les premiers cochons sont rentrés 1er mai 2019. Et ça fait maintenant 1 an qu'on a démarré cette production. Alors là, concrètement, combien de cochons, comment ça fonctionne ? Ils peuvent aller dehors, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors on reçoit les cochons à l'âge de 6 semaines. Donc on est ce qu'on appelle post-sevreur engraisseur. Donc ils restent en post-sevrage pendant 6 semaines à nouveau. Donc c'est dans le bâtiment que vous avez vu juste à l'entrée, dans lequel on n'a pas pu rentrer pour des raisons de biosécurité. Et après, on les transfère sur la partie engraissement où ils vont rester pendant de moyenne 4 mois supplémentaires. Et on travaille sur des bandes de 200 cochons et on fait 3,2 bandes par an. Et la production bio aujourd'hui, je dirais, c'est un marché de niche. On colle vraiment à la demande du consommateur. Je veux dire, ces animaux-là, par rapport à des animaux en production entre guillemets industrielle ou conventionnelle, on va dire, ils ont pratiquement 3 fois plus de surface par animal. Ils ont de la paille, alors qu'en production conventionnelle, ils sont sur caillebotis. Ils ont accès à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui collait vraiment à nos aspirations. Alors on est de retour ici sur une autre partie de l'exploitation. On continue la visite. On est où ici ? Alors on est sur un site qu'on a créé de toutes pièces, puisque quand Isabelle a décidé de s'installer en 2009, il a fallu qu'on agrandisse la structure. Donc on a acheté cette propriété en 2009, on a construit le bâtiment en 2010. Et donc depuis cette date, on exploite 50 hectares autour du bâtiment et qui en fait sont reliés au site de famille où on était tout à l'heure par le biais de pâture. D'accord. Alors au total, combien d'animaux sur l'exploitation ? Alors l'exploitation aujourd'hui, c'est en effectif moyen, c'est 330 animaux pour une surface agricole utile de 160 hectares. Est-ce que du coup c'est assez, on parlait à l'instant des problématiques d'arriver à vivre sur une exploitation, c'est assez pour faire vivre une famille de 4 personnes qui travaillent sur l'exploitation ? Aujourd'hui sur la structure, avec la diversification qu'on a mis en place, ces fameux cochons dont on a parlé tout à l'heure, ça nous permet de dégager 3 salaires sur la structure. Les cochons, il y a un système un peu particulier où vous avez une sorte de garantie de prix. C'est un moindre risque, ce type de Alors de tout à fait, la production de cochons, elle est dans un cadre qui est totalement contractualisé. C'est-à-dire qu'on sait pendant les 5 années à venir, bon il y a 1 an déjà de passé, mais les 4 années qui restent,
on sait où on va en termes d'effectifs, donc de quantité d'animaux produits, et on a un contrat avec une structure, un groupement de producteurs, un contrat avec un prix garanti pour 4 ans. Alors on a vu que les filles avaient de grandes ambitions pour les productions qu'elles aimeraient faire ici, réduire la taille et diversifier les productions. Vous avez tout à l'heure pousser un coup de gueule par rapport aux décisions politiques qui ne sont pas forcément prises dans le bon sens pour les paysans. Qu'est-ce qu'il faudrait, pour terminer cette émission, pour que le monde d'après, dont on a beaucoup parlé, soit une réalité pour l'agriculture locale? Eh bien, pour que ça soit une réalité, c'est ce que vous dites, c'est que les décisions déjà d'un point de vue de l'État qui ont été prises soient mises en place et réellement actées. C'est-à-dire que le producteur touche la juste rémunération de son travail. Et la deuxième, eh bien, c'est d'encourager, je pense, la nouvelle génération à aller vers des voies un peu de diversification, de vente peut-être plus en direct sur nos exploitations, de faire venir le consommateur pour lui faire voir réellement ce qu'on fait, parce que les filles le disaient tout à l'heure, qui est le mieux placé pour expliquer aux gens ce qu'on fait, c'est d'en parler nous-mêmes en direct. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça sera leur chantier, leur nouvelle vision des choses, et bien, que ça leur donne envie de revenir. Ça sera certainement une source de travail supplémentaire aussi, il ne faut pas se cacher, mais si elles arrivent à s'épanouir dans cette voie-là, tant mieux. Donc l'agriculture de demain, ça commence déjà aujourd'hui. Merci en tout cas de nous avoir accueillis sur cette exploitation familiale. Merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale. À voir et revoir sur tv7.com. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres émissions spéciales consacrées aux grands événements.